Ville est un bâtiment qui a un prestige important au vu de sa structure, mais il a aussi une importance capitale en matière politique, puisque c'est le siège de la décision de l'ensemble des organes politiques de la ville de Verviers, de la ville en général. Il faut savoir qu'au niveau de la gestion politique, il y a 3 autorités: le bourgmestre, qui a des compétences propres, le collège et le conseil. Le collège communal exécute généralement les décisions du conseil, a aussi quelques compétences spécifiques, mais la haute assemblée, l'assemblée entre guillemets législative, celle qui décide des grandes stratégies à adopter en matière de gestion communale, c'est le conseil communal. Donc, au conseil communal, qui se réunit le dernier lundi du mois, se prennent toutes les décisions en matière réglementaire, en matière urbanistique, en matière de gestion des ressources humaines. Et on peut le voir dans la salle du conseil communal, c'est une salle qui est, au niveau de sa composition, établie un peu comme un parlement anglais. Donc l'opposition fait face à la majorité. Généralement, un peu partout en Europe non insulaire, donc sauf l'Angleterre, nous avons des parlements, des hémicycles ronds, et aujourd'hui à la région wallonne, c'est également un hémicycle en vis-à-vis. Donc ça donne une dimension politique encore plus importante, puisqu'il y a une sorte d'affrontement symbolique entre les deux composantes, la majorité et l'opposition. Donc là, c'est le conseil communal. Les réunions se tiennent au premier étage, dans la salle du conseil, qui est dédicacée quasi exclusivement à cela. Entre la salle du conseil, qui est au premier étage, et la salle du collège, qui est également au premier étage, se trouve le salon royal, lieu de réception. Donc c'est aussi une fonction politique, c'est la représentation de la commune, c'est là que se font les grandes réceptions. Prenons un exemple, quand le roi, notre roi a fait le tour des provinces et qu'il est venu à Verviers, il était prince à l'époque, c'est là qu'il a été reçu. Et puis nous avons la salle du collège. La salle du collège est une salle où se trouve au milieu une table ovale. Donc là, ce n'est pas du vis-à-vis, puisque le collège est une composition en principe homogène. Et là, se prennent les décisions exécutives. Le collège se tient une fois par semaine. À l'heure actuelle, c'est le vendredi après-midi. Et il trône dans la salle du collège le buste du premier bourgmestre verviétois, David. Alors, peut-être une mention sur le fronton de l'hôtel de ville. Donc le fronton de l'hôtel de ville arbore fièrement une phrase qui est quand même assez révélatrice et en tous les cas assez symbolique aussi, c'est « publicité et sauvegarde du peuple », donc en référence à la publicité des séances, puisque le conseil communal par principe doit statuer en séance publique, donc le public doit pouvoir entendre ce qu'il se dit. Le huis clos, c'est-à-dire les portes fermées sans public, doit être l'exception et doit concerner des matières très spécifiques qui ont généralement trait aux personnes. Donc publicité et sauvegarde du peuple, c'est un clin d'œil, je vais dire, après la Révolution belge, 1830, où le pouvoir hollandais est retourné sur ces terres, et on a remplacé les armoiries de la royauté hollandaise par cette phrase qui montrait qu'on était passé d'un système, je veux dire, huis clos à un système public, et c'est le bourgmestre David, le premier bourgmestre de Verviers, qui a fait inscrire cette mention-là, qui figure d'ailleurs toujours sur le fronton de l'hôtel de ville. Alors, reste une autorité, c'est le bourgmestre. Le bourgmestre qui a ses bureaux au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville. C'est le seul endroit de vie permanente de l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville de Verviers est un bâtiment de prestige, où la vie n'y est pas permanente. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pu le conserver dans cet état-là, c'est qu'on n'y a pas vécu pendant plusieurs centaines d'années. Hein. Et donc le bourgmestre a son cabinet, ses bureaux au rez-de-chaussée, donc il n'a pas des services à proprement parler, il a des collaborateurs directs. Et là aussi se prennent les grandes décisions qui relèvent de sa compétence en matière, par exemple, de sécurité publique, et s'il ne délègue pas la compétence en matière d'état civil, puisque le bourgmestre est l'officier d'état civil, et les mariages, par exemple, se célèbrent à l'hôtel de ville. C'est le lieu officiel, la loi impose que nous ayons un lieu officiel, et c'est dans la salle des mariages, également au rez-de-chaussée, que les mariages
se célèbre généralement le samedi. L'hôtel de ville de Verviers a une particularité, c'est d'abord son aspect historique. Il faut savoir que la salle des mariages, c'est l'endroit où Chapuis a passé sa dernière nuit le 1er janvier 1794. Qu'est-ce qu'il avait fait, le pauvre homme, pour passer sa dernière nuit là-bas? Il avait simplement célébré un mariage civil. On ne peut donc pas, quand on est officier d'état civil à Verviers, célébrer un mariage sans jamais penser à Chapuis, qui finalement était le premier à célébrer un mariage civil et qui a payé cet acte de sa vie. Quelques précisions importantes. La Constitution prévoit en son article 21 que le mariage civil doit être célébré avant le mariage religieux. Comme officier d'état civil, je suis chargé de la tenue des registres, et notamment des registres de mariage. Donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une fonction qui m'est déléguée par le bourgmestre, parce que nous sommes dans une ville quand même importante, et donc le bourgmestre ne peut pas prendre ça en charge lui-même. Et nous, en tant qu'officier d'état civil, nous suivons le citoyen durant toute sa vie, depuis la déclaration de naissance, puisque malheureusement la déclaration de décès, mais également en passant par les actes de mariage. Nous sommes responsables de la correction des écritures dans les registres d'état civil et de population. Nous célébrons plus de 200 mariages par an, comptez seulement 10 personnes par mariage, et alors vous verrez qu'il y a plus ou moins 2000 personnes qui défilent dans notre hôtel de ville, dans cette magnifique salle des mariages, chaque année. Nous sommes très contents d'avoir l'hôtel de ville avec son grand hall, parce que les mariages peuvent se croiser. On peut faire entrer un mariage dans le hall de l'hôtel de ville, le mettre de côté, laisser sortir le mariage précédent, et puis alors rentrer. Ça, c'est un avantage que nous avons ici à Verviers avec ce grand hôtel de ville. Une anecdote par rapport à l'hôtel de ville, c'est lors de sa rénovation, on a eu l'occasion de s'y rendre, de visiter et de s'y promener un petit peu. Et j'ai remarqué, et d'autres d'ailleurs, j'étais pas tout seul, que se trouve dans les greniers de l'hôtel de ville une pièce dont les murs sont assez épais et sur la porte figure une mention salle d'armes. Donc manifestement, c'était à la Révolution la possibilité d'y stocker des armes, des munitions pour pouvoir se défendre ou en tous les cas repousser l'éventuel envahisseur. Donc c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, maintenant elle est vide, j'y suis allé, il n'y a plus rien dedans, mais nous avions à l'hôtel de ville une salle d'armes. Et puis il y a aussi ce fameux souterrain qui relie, je dirais, le sous-sol de l'hôtel de ville, les caves de l'hôtel de ville, aux caves de l'administration communale, en dessous de la place du marché. Donc aujourd'hui, ce souterrain a été muré du côté de l'administration communale. On a fait un mur pour installer des rayonnages, etc. Et je dirais que ça a quand même été, ça permettait aux administrations communales de l'époque, enfin aux bourgmestres, aux échevins, aux conseillers, de fuir, je dirais, la colère du peuple d'une manière un peu discrète par le souterrain. À l'époque où Jean-Marie Raron était bourgmestre, dans les années 80, il y avait, la ville de Verviers avait dû prendre des mesures très draconiennes en manière financière, et notamment une réduction de 6% des rémunérations qui depuis lors a été rétablie, etc. Et il y avait une manifestation très importante des pompiers. Ils étaient très nombreux. On a d'abord craint qu'ils ne fassent s'effondrer le plancher de l'hôtel de ville parce qu'ils tapaient sur le sol avec leurs grosses bottes, etc. Et à un moment donné, effectivement, ils empêchaient les conseillers de sortir, enfin, ils les laissaient filtrer, et ils empêchaient surtout le bourgmestre, qui, comme vous savez, est responsable du service d'incendie, de sortir. Et alors, le secrétaire de l'époque, M. Drossard, avait dit, mais on va faire sortir M. Raon par le souterrain de l'hôtel de ville. Alors, dans les anecdotes, on peut remarquer que certaines personnes s'approprient l'hôtel de ville pendant leur mariage. On les voit débarquer avec leurs bouteilles, leurs gobelets, leurs verres pour servir le mousseux, ce qui peut parfois poser des problèmes s'il y a plusieurs mariages qui se suivent. Ce qui est intéressant à l'hôtel de ville, je ne sais pas si vous êtes allés voir, ce sont les étages. Parce qu'en général, on s'arrête au premier étage, là où se trouve la salle du collège, la salle du conseil, etc. Mais il faut avoir la curiosité de monter par l'escalier
parce qu'elle est un peu raide, bien entendu, et on se trouve là où se situe la coupole, hein, avec jadis le carillon de l'hôtel de ville, et on s'aperçoit que les greniers qui ont été un peu très abîmés, on ne les a pas bien entretenus, etc., mais c'est des greniers absolument superbes. Et je dirais que, en ce qui me concerne, si j'ai encore des choses à dire à ce moment-là, si on doit entamer une rénovation de l'intérieur de l'hôtel de ville, je crois que ça vaudrait la peine de rénover, je dirais convenablement, ces greniers qui sont avec des voûtes en bois vraiment tout à fait exceptionnelles, et on pourrait faire des salles de réunion, par exemple, tout à fait bonnes, hein, comme on a fait dans beaucoup de bâtiments de ces âges-là. Donc, l'hôtel de ville, je dirais, représente quand même quelque chose d'important, et si vous y montez, vous verrez le dispositif du carillon, c'est quelque chose d'assez impressionnant, avec des poids, etc. Donc, à l'époque, on avait essayé de voir ce que coûterait la restauration du carillon, hein, c'était très cher. Évidemment, donc on y avait renoncé. Ben, je ne dis pas que peut-être à l'avenir, ça vaudrait la peine de voir si on pourrait effectivement restaurer ce carillon qui donnait l'heure, évidemment. Voilà.